Pour sauver le monde libre, l'oncle Sam a dû serrer la main du diable. Le silence de la prison de Dannemora est un froid qui ne vous quitte jamais, une morsure invisible qui s'insinue sur la peau et finit par glacer l'âme. On l'appelait la Petite Sibérie, un nom qui résonnait comme une condamnation définitive. C'est là, entre ces murs de pierre brute et sous un ciel éternellement gris, que Charles Luciano, l'homme qu'on surnommait chanceux, devait voir son étoile s'éteindre. En 1936, la justice américaine pensait avoir enfin décapité l'hydre en lui infligeant 50 ans de réclusion. Pour un homme de 40 ans, ce n'est pas une simple peine, c'est une lente agonie programmée, une manière de l'effacer du monde des vivants. Pourtant, si vous l'aviez observé dans sa cellule, vous n'auriez pas vu un homme brisé. Il n'était plus le dandy flamboyant du Waldorf Astoria, celui qui drapait sa silhouette fine dans des costumes de soie italienne et des manteaux de laine londonienne. Il portait l'uniforme terne des parias. Il respirait l'odeur de l'humidité et du tabac froid, mais son regard restait celui d'un souverain. Luciano n'était pas un prisonnier ordinaire, il était le centre de gravité d'un univers invisible. Même derrière les barreaux, les fils du pouvoir convergeaient vers lui. Il était le boss des boss, le cerveau visionnaire qui avait transformé la sauvagerie brute des rues du Lower East Side en une corporation multinationale de la peur et du profit. Dans l'obscurité de ses nuits carcérales, il se souvenait sans doute de Meyer Lansky, ce gamin juif polonais, frêle mais habité d'une rage froide, que Luciano avait tenté de racketter des décennies plus tôt. Au lieu de baisser les yeux, Lansky lui avait craché son courage au visage. De cette confrontation était né un empire de sang et de pragmatisme. Ensemble, ils avaient survécu à la prohibition, transformant l'interdiction de l'alcool en une fontaine d'or pur. Mais en 1941, le monde bascula dans une démence bien plus vaste que les guerres de gangs. Le sang ne coulait plus seulement dans les ruelles sombres de Manhattan, il commençait à saturer les océans. Le 7 décembre 1941, le ciel de Pearl Harbor s'embrasa, entraînant l'Amérique dans la danse macabre de la Seconde Guerre mondiale. Mais pour les citoyens de New York, le danger n'était pas qu'à des milliers de kilomètres, perdus dans le Pacifique. Il rôdait juste là, à quelques encablures des quais de l'Hudson. Les U-boats allemands, tels des loups gris affamés, patrouillaient le long des côtes américaines, envoyant par le fond des dizaines de navires marchands sous les yeux terrifiés des veilleurs de nuit. Le port de New York, poumon vital de l'effort de guerre allié, était devenu une passoire, une zone d'ombre où l'espionnage et le sabotage semblaient s'épanouir. L'angoisse atteignit son paroxysme le 9 février 1942. Le paquebot Normandie, ce joyau de la marine française réquisitionné par l'armée américaine pour devenir un transport de troupes, s'enflamma mystérieusement à son quai. Les flammes léchèrent le ciel glacé d'hiver et sous le poids titanesque de l'eau déversée par les pompiers, le géant chavira lamentablement. S'agissait-il d'un accident tragique dû à l'incompétence ou d'un acte de sabotage nazi audacieux? Dans l'ombre des docks, la mafia souriait de cette panique. Luciano affirmera plus tard, avec une morgue glaciale, que cet incendie était un message envoyé par ses hommes. Une preuve par le feu que si le gouvernement contrôlait les lois, la mafia, elle, contrôlait la réalité du terrain. Pour gagner la guerre, Washington allait devoir demander la permission aux parrains. C'est ainsi que naquit l'opération Underworld, l'un des pactes les plus sombres de l'histoire moderne. Le lieutenant-commandant Charles Affenden, du renseignement naval, se retrouva face à une impasse morale absolue. Pour protéger les navires et traquer les agents de l'Axe dans le labyrinthe des docks, il avait besoin d'yeux que l'uniforme ne pouvait pas acheter. Les dockers formaient une confrérie fermée, unie par l'omerta et une méfiance viscérale envers l'autorité. Ils ne parlaient pas aux agents du FBI en costume propre, ils n'obéissaient qu'à une seule hiérarchie, celle de la rue. Le premier contact fut Joseph Sox, Lanza, le maître impitoyable du marché aux poissons de Fulton. Sa réponse fut sans équivoque. Le seul homme capable de faire bouger les docks, de faire cesser les grèves et de délier les langues croupissait dans la Petite Sibérie. Imaginez alors cette scène surréaliste. L'élite du renseignement militaire américain, représentant la bannière étoilée et les idéaux de la démocratie, franchissant les portes d'une prison pour solliciter l'aide de l'ennemi public numéro 1. Luciano, drapé dans sa dignité de prisonnier, accepta. Ses raisons étaient multiples, un patriotisme teinté d'intérêt, une haine profonde pour Mussolini qui avait dévasté la mafia en Sicile,
mais surtout l'opportunité de racheter sa liberté avec la monnaie de la trahison. Grâce à ce pacte secret, le calme revint sur les ports de New York. Les sabotages cessèrent, les ouvriers se mirent au travail avec une ardeur renouvelée et les renseignements sur les mouvements suspects commencèrent à affluer vers la marine. Luciano, depuis sa cellule de plus en plus confortable, était devenu le conseiller occulte de l'oncle Sam. Mais l'ambition de cet accord dépassait les frontières de l'Amérique. En 1943, les Alliés préparèrent l'invasion de la Sicile, l'opération Husky. C'était une terre de roches brûlantes et d'oliviers séculaires, mais aussi le berceau sacré de la tradition. Sous le joug de Mussolini, la mafia sicilienne avait été traquée, emprisonnée, presque éradiquée par un pouvoir fasciste qui ne supportait aucune concurrence dans le contrôle de la peur. L'armée américaine avait besoin de cartes précises, de guides locaux, de contacts sûrs. Ils se tournèrent à nouveau vers Luciano. Le parrain activa ses réseaux transatlantiques. On raconte que son nom agissait comme un sésame magique, capable d'ouvrir les portes les plus secrètes et de transformer des paysans siciliens en agents de renseignement pour les forces alliées. Lorsque les troupes du général Patton débarquèrent sur les côtes siciliennes, elles trouvèrent un terrain étrangement préparé. Des informateurs surgissaient des villages, des partisans invisibles neutralisaient les positions ennemies. En un temps record, l'ouest de l'île fut sécurisé. Mais cette aide avait un prix invisible, une dette que l'histoire mettrait des décennies à solder. Pour stabiliser la région, l'administration militaire américaine remplaça les maires fascistes par ceux qu'ils appelaient des victimes du régime. En réalité, ils rendaient les clés des villes à la mafia. Sous la protection indirecte de la bannière étoilée, l'organisation criminelle, moribonde quelques années plus tôt, renaissait plus puissante que jamais. La guerre prit fin, laissant derrière elle un monde en ruine, mais libéré du nazisme. Pour Luciano, le contrat fut honoré avec une précision chirurgicale. En 1946, après seulement 10 ans de cellule sur les 50 prévus, il fut libéré. La condition de ce miracle était l'exil définitif. Si vous l'aviez vu sur le pont du navire quittant le port de New York, vous n'auriez pas vu un banni. Vous auriez vu un homme qui avait joué contre l'État et qui avait gagné. Luciano retourna en Italie, non pas pour prendre sa retraite, mais pour bâtir un empire de l'héroïne qui allait inonder ce même pays qui venait de lui rendre sa liberté. Il s'éteignit en 1962, foudroyé par une crise cardiaque dans un aéroport, emportant avec lui les détails les plus compromettants de sa collaboration avec Washington. Ce n'est qu'en 1954, avec le rapport Airlands, que l'ampleur de ce pacte fut révélée au public. Ce texte nous confronte encore aujourd'hui à une vérité dérangeante. Dans les heures les plus sombres de l'histoire, la morale s'efface souvent devant la nécessité. Pour terrasser un monstre comme Hitler, l'Amérique a choisi de s'allier avec un autre prédateur. Luciano n'était pas un héros, mais il a été l'instrument d'une victoire. En sauvant les ports américains et en facilitant la libération de la Sicile, il a prouvé que l'ombre peut parfois servir la lumière, même si c'est pour des raisons purement égoïstes. En refermant ce chapitre, il nous reste l'image de ce regard lourd et de ce sourire en coin, celui d'un homme qui savait que, peu importe qui gagne la guerre des nations, la mafia, elle, survit toujours. Elle ne meurt jamais, elle s'adapte, elle attend son heure, et parfois elle devient l'allié inattendu de ceux qui ont juré sa perte.